Il est 23 heures sur RTI1. Madame, monsieur, bonsoir. Le sommaire de ce journal. Le président Alassane Ouattara à Abuja ce lundi pour la cérémonie d'investiture du nouveau président de la République du Nigeria. Bola Tinubu prend les rênes du Nigeria 3 mois après sa réélection, son élection à la présidentielle. Cet homme politique et d'affaires succède à Mahamadou Buhari du même parti que lui qui se retire après 2 mandats. Le gouvernement résolu à sauver des vies en cette saison des pluies. Les zones à risque déguerpis sont soumises à des travaux d'aménagement afin de limiter les dégâts. Une visite de terrain du ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité est rapportée dans ce journal. Et nous verrons aussi la reprise des vols directs entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Le Boeing 787 effectuant le vol inaugural en provenance des États-Unis est arrivé ce lundi à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan à 13h15 avec plus de 200 passagers à bord. Bienvenue à tous. Le président de la République, Alassane Ouattara, a été ce lundi à Abuja, au Nigeria, pour l'investiture du nouveau président de ce pays, le Nigeria. Bola Ahmed Tinubu est élu en février dernier et a prêté serment ce 29 mai 2023. Il prend la tête du Nigeria, le pays le plus peuplé du continent africain. Ancien gouverneur de Lagos, il succède à Mahamadou Buhari, du même parti politique, le développement avec Jérôme Kofi Abola. Le président de la République, Alassane Ouattara, de retour à Abidjan ce lundi après-midi, après un séjour de 24 heures dans la capitale nigériane, où il a pris part à la cérémonie d'investiture du président élu du Nigeria, son Excellence Bola Ahmed Tinubu. C'est le vice-président de la République, Timoko Melie Kone, qui l'a accueilli à sa descente d'avion. La cérémonie d'Abuja a été notamment marquée par un défilé militaire. Comme le président ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. En prenant donc officiellement fonction, le président élu du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, devient ainsi le successeur du président sortant Muhammadu Buhari, qui lui quitte le pouvoir après avoir assumé 2 mandats consécutivement, comme le veut la constitution nigériane. Et on entame aussi un nouveau mandat présidentiel en Turquie après la réélection à la tête du pays de Recep Tayyip Erdogan. 5 nouvelles années pour un 3e mandat en réunissant 52,16% des suffrages contre 47,84% pour son adversaire Kemal Kılıçdaroğlu. Le taux de participation pour ce second tour s'est élevé à plus de 85%. Et à cet effet, le président de la République a adressé un télégramme à son Excellence, M. Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie. Télégramme je vous lis à présent à Ankara. Monsieur le Président, votre brillante réélection à la magistrature suprême de votre pays m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations, auxquelles je joins des vœux ardents de parfaite santé et de plein succès dans l'exercice de vos hautes fonctions pour le bonheur du peuple ami de Turquie. En vous renouvelant sa confiance pour un nouveau mandat, le peuple turc réaffirme sa volonté de vous voir poursuivre l'immense œuvre de développement économique et social entreprise au cours de votre précédent mandat. Je voudrais vous assurer de ma totale disponibilité à œuvrer de concert avec votre Excellence au raffermissement et à la diversification des liens d'amitié et de coopération mutuelle bénéfiques qui unissent si heureusement nos 2 pays pour le bonheur de nos peuples respectifs. Très haute considération, c'est un télégramme signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Les élections, c'est aussi l'actualité ici en Côte d'Ivoire avec les prochaines élections locales prévues dans le pays en septembre prochain. Les partis politiques multiplient les stratégies d'approche des potentiels électeurs et cela partout en Côte d'Ivoire. Celle du RHDP en cette période de pré-campagne, c'est de présenter les candidats retenus par le parti. Voilà l'exemple de Songon Agbangar où le ministre-gouverneur
Robert Begré-Mambé a été présenté en tant que candidat du RHDP. On le voit dans cet élément de Issa Chonoyeo. Le ministre-gouverneur Robert Begré-Mambé est le candidat du RHDP, Rassemblement des Ufoutistes pour la démocratie et la paix, à Songon pour les élections municipales prévues au mois de septembre prochain. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, a Kawele, vient confier sa candidature aux populations. Pour le ministre-gouverneur, la politique est faite pour aider les populations. La politique, c'est pour agir, c'est pour travailler, c'est pour respecter les parents, c'est pour écouter leurs problèmes et apporter des solutions. Occasion pour Robert Mambé de saluer les réalisations du président de la République, Alassane Ouattara, à Songon et d'évoquer les perspectives. Le président Alassane Ouattara a une volonté très ferme de changer entièrement Songon. Vous verrez ici un grand centre hospitalier où il y a tous les équipements pour soigner nos parents. Bientôt, vous verrez apparaître et sortir de terre au moins 2 à 3 grands lycées. Vous verrez un grand lycée professionnel qui va permettre la formation de nos enfants dans tous les métiers pour que les jeunes aient du travail. Vous verrez beaucoup d'usines à Songon ici. La présentation de la candidature du ministre-gouverneur a enregistré la participation du FPI, Front populaire ivoirien, un parti partenaire. Nous sommes venus confirmer le partenariat qui a été voulu par nos deux directions. Donc ce partenariat est en train de se dérouler sur le terrain. Le chef des délégations de cette cérémonie, le président du CESEC, Akawele, a situé les enjeux de ces élections. La personnalité au centre de la rencontre de ce jour possède indéniablement la carrure pour assurer la responsabilité du premier magistrat de la commune de Songon. Cette forte mobilisation est aussi et surtout la manière que vous avez choisi de dire que tout ce que le ministre-gouverneur Begré-Mambé accomplit n'est autre que la matérialisation des directives du président de notre parti, le prolongement au niveau de la base de ce que le président Alassane Ouattara fait au niveau national. Akawele a saisi cette tribune pour inviter l'ensemble de la population à la paix. Cet exercice de reconnaissance des candidats est le même dans la circonscription du Haut-Sassandra, où le conseil régional et les 7 mairies sont dans le viseur du RHDP. On le voit dans cet élément de Kader Sogodogo. Voici le commando du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, pour les élections municipales et régionales du 2 septembre prochain dans le Haut-Sassandra. Stéphane Agbeli pour la mairie de Daloa, Bonaventure Kalou à Vavois, Issia Fanny Karim, Bediala avec Poka Maurice, Ibrahim Lopo, Ouattara Bakari, Bajan, respectivement pour les communes de Saïwa, Bogoué, Zoukougbe, et pour le conseil régional, le ministre Mamadou Touré. C'est devant des militants venus en grand nombre à la place Gbebani de Daloa que le secrétaire exécutif du RHDP Cissé Bakongo a présenté ses candidats. Ils sont prêts à tout donner pour la victoire de leur parti. Nous avons une longueur d'avance. Merci au président de la République pour la confiance placée en nous. Nous ferons en sorte pour que dans l'union, dans le rassemblement de toutes les filles et tous les fils du Haut-Sassandra, nous puissions ramener au soir du 2 septembre la victoire au président Alassane Ouattara. Je peux dire avec certitude que dans les 5 prochaines années, nous allons changer le visage du Haut-Sassandra. L'envoyé du RHDP met les militants face à leurs responsabilités. On ne choisit pas ceux qui viennent gérer à la légère. On les choisit à la loupe. Je suis venu à la demande du président pour les présenter. Je suis venu les mettre entre vos mains. Je suis venu vous les confier pour le développement du Haut-Sassandra qui est en cours. Tout ce qui reste à faire, c'est vers ceux-là qu'il faut regarder.
Reste à présent le dépôt de toutes ces candidatures à la Commission électorale indépendante CEI pour validation avant d'aborder la période de campagne électorale. Et dans la région de Lagnébi-Tiassa, les candidats du RHDP concourent pour 8 sièges dans les différentes localités de la région. Un défi à relever pour le parti qui souhaite compter sur l'union, la cohésion et la discipline de ses militants. Le détail avec Mahama Traoré. Est-ce que vous êtes prêts à voter pour ceux qui sont là? Robert Begré-Mambé, premier vice-président du directoire du RHDP, obtient ainsi le soutien des milliers de militants de Lagnébi-Tiassa réunis à l'espace Allocodrome d'Agboville en faveur des 8 candidats désignés dans cette région pour les élections locales du 2 septembre prochain. Ils sont 7 prétendants au municipal et 1 à l'élection régionale en la personne du ministre Pierre Ungundemba, candidat à sa réélection. Nous vous prions de lui transmettre notre fierté d'appartenir au RHDP et d'avoir été choisi par le plus grand parti de notre pays pour le représenter aux prochaines élections. Je vous engage dès à présent à investir toutes les villes, tous les villages de notre région pour informer toutes nos populations que l'heure a sonné pour le développement intégral de Lagnébi-Tiassa. Lorsqu'il prend la parole, Robert Begré-Mambé indique les consignes du parti aux militants, à savoir faire bloc autour des candidats désignés, ne pas suivre de candidats indépendants et susciter de nouvelles adhésions en partageant la vision du président du parti. Nous demandons à toutes les populations ivoiriennes de faire confiance au président Alassane Ouattara parce que pour le RHDP, le développement est l'essentiel de la politique. De sorte à ce que nous puissions partager la paix, la fraternité, la solidarité et le respect pour nos populations. Cela est très important. Désormais lié au RHDP par un accord de partenariat, une délégation du FPI, Front Populaire Ivoirien, était présente à cette cérémonie en guise de soutien aux candidats du RHDP. Nous poursuivons avec l'actualité parlementaire où le quitus des députés a été accordé au projet de loi sur les recettes non fiscales présenté jeudi dernier par le ministre Adama Coulibaly. Le texte crée un cadre réglementaire pour un meilleur fonctionnement des procédures d'encadrement, de recouvrement ou encore de gestion de ces recettes non fiscales. La session parlementaire est expliquée par Moussa Konaté. Les recettes non fiscales constituent les revenus du patrimoine de l'État, les revenus de l'activité industrielle et commerciale de l'État, les emprunts contractés par l'État et les rémunérations des services rendus. Pour une meilleure gestion de ces recettes non fiscales, l'État de Côte d'Ivoire se dote d'un instrument juridique. Le ministre de l'Économie et des Finances est devant les députés pour présenter le projet de loi portant livre de procédure des recettes non fiscales. Ces recettes non fiscales dans le budget de l'État représentent un peu moins de 2%. En 2021, on avait donc comme recette non fiscale 88 milliards. En 2022, c'est 94 milliards. Et en 2023, nous avons dans le budget 108 milliards au niveau des recettes non fiscales. Ce sont des recettes qui doivent venir non seulement financer en partie le budget, mais aussi permettre aux administrations économiques et financières, et au-delà de ces administrations, celles qui sont également dans des responsabilités à caractère technique, de pouvoir avoir des recettes de services encadrées et reposant sur des textes juridiques pour pouvoir compléter en fait les dotations budgétaires qui sont souvent insuffisantes. Ça va leur permettre effectivement de pouvoir motiver davantage les agents qui travaillent dans les différents ministères. Le projet de loi portant livre de procédure des recettes non fiscales est adopté à l'unanimité par les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières. Notre actualité du pays, c'est la saison des pluies. Le déguerpissement des zones à risque se poursuit, même en pleine saison, et le gouvernement est résolu à sauver des vies. En témoigne cette visite du ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité sur des sites qui ont bénéficié de travaux d'aménagement et de déguerpissement pour limiter des dégâts. C'est une visite de terrain dans les communes d'Abobo, de Cocody, de Yopougon ou encore Bingerville, rapportée par Serge Pakamdidi et Abdoulaye Koné. Dans les communes de Bingerville et de Yopougon, plus précisément dans les quartiers de Figugayo et Siporex, des opérations de curage de caniveaux ont été lancées par le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Des travaux qui se déroulent en prévision de la saison des pluies. Ce travail a commencé depuis des semaines. Les prévisions de la Sodexam nous prévoient de grosses pluies en juin.
et peut-être en juillet. Donc il était important que je m'assure que ces travaux-là avancent bien. Parce que notre objectif, on l'a dit, le slogan de cette année, c'est saison des pluies sans victimes, c'est possible. À Cocody, Anglais Terminus 81 et dans ce sous-quartier appelé Brésil, les opérations sont beaucoup plus musclées. Il s'agit ici de déguerpir les plus récalcitrants. Il y a un trou qui est là, on a danger. Avant de nous déloger là, il doit nous trouver un coin où on va aller. Je demande au ministre là, ministre qui vient de visiter le terrain là, de nous aider. Opération similaire au quartier Gouraud d'Abobo-Belleville, le gouvernement affiche sa détermination à sauver des vies tout en limitant les catastrophes. On est content de la visite du ministre. Ce n'est pas comme ça, puisque le quartier, à un moment, il y a des gens, même compte tenu de l'inondation, qui sont restés. Je me rappelle, en 2016-2017, là-bas, c'est une petite famille qui est restée. Donc chaque fois qu'il pleut comme ça ici, c'est une catastrophe. À la fin de sa visite de terrain, Bouaké Fofana en appelle au civisme et à la responsabilité des populations. Il faut changer de comportement. Les caniveaux, ce n'est pas des réceptacles d'ordures. Les ordures, on doit les emballer, les conditionner et les mettre là où on doit les mettre. Cette année, comme d'habitude, nous avons travaillé avec les communes, avec les mairies, pour mettre à jour la liste des zones à risque. Les maires nous ont communiqué donc les nouvelles zones à risque. On s'est assuré que les zones à risque qui ont été déguerpies l'an dernier n'ont pas été recolonisées. Cette année, au moins 24 sites à risque ont été répertoriés. Il est bon de rappeler que les phases de répression sont assorties d'amendes, voire de démolition en cas de non-respect des mesures préventives. C'est la reprise de la ligne directe entre Abidjan et New York, ligne suspendue en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19. La reprise enregistre des changements au niveau de la fréquence des vols qui seront opérés 4 fois la semaine. Ce 29 juin, le vol inaugural est arrivé à Abidjan. Il avait à son bord plus de 200 passagers. Le point avec Danki Danki. Quand le Boeing 787 de la compagnie Ethiopian Airlines en provenance des États-Unis d'Amérique, après 12 heures de vol sans escale, arrive à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, c'est le baptême de l'avion avec ses 200 passagers à bord. Respect de la tradition en matière de vol inaugural oblige. Juste avant, dans le cadre d'une cérémonie officielle relative à la reprise des vols directs entre Abidjan et New York, les autorités ivoiriennes et américaines ont relevé les enjeux de cette liaison sans escale entre les deux pays. La connexion directe entre Abidjan et New York est une connexion pour les marchés africains, les pays membres de zones de libre-échange continentale africaine ou le ZLECAf. Ce vol relie les marchés africains au plus grand marché du monde, les États-Unis. Ce seront 4 vols par semaine. L'objectif est d'en faire un tous les jours et nous allons accompagner cela dans l'intérêt des populations, dans l'intérêt de notre compagnie nationale. La première inauguration de cette liaison remonte à novembre 2018, puis suspendue quelques mois plus tard officiellement pour des raisons de Covid-19. Selon le ministre des Transports, la reprise de ce vol direct Abidjan-New York est le signe de la confirmation de la certification de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny et du repositionnement diplomatique de la Côte d'Ivoire. Et nous parlons à présent de spiritualité ou encore de religion. 315 Ivoiriens de confession protestant évangélique de Côte d'Ivoire effectuent depuis samedi un pèlerinage en Israël. Un pèlerinage qui s'achèvera le 15 juin prochain. Ils ont été entretenus avant leur départ par le ministre de l'Intérieur, le ministre Vagando Diomandé, suivant ce reportage de Ami Yarasuba. 315 pèlerins chrétiens protestants évangéliques bénéficient d'une prise en charge totale de l'État de Côte d'Ivoire pour un voyage en Terre sainte d'Israël. Durant 20 jours, ces pèlerins prendront part à quelques moments forts, à savoir la visite de la chambre haute du mont des Oliviers, la descente dans la vieille ville et finiront leur périple au pied du mur de lamentation. Une initiative du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité qui traduit la proximité de l'État de Côte d'Ivoire avec toutes les confessions religieuses. Dans cette année encore, fidèle à son engagement à l'égard de l'Église, le gouvernement
a octroyé des prises en charge, je précise à 100%, pour les chrétiens ivoiriens qui vont en pèlerinage en Terre Sainte en Israël. Avant le départ de ce premier contingent, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a exhorté les fidèles à prier pour la Côte d'Ivoire. Notre pays aujourd'hui est dans une phase préélectorale, ce qui peut, à mon sens, amener chaque Ivoirien à défendre l'intérêt commun, dans la paix, dans la confiance mutuelle, c'est la prière. C'est pourquoi votre pèlerinage vient à point nommé. Et je voudrais vous inviter, au nom du président de la République et au nom du Premier ministre, à prier pour notre pays. Du 27 mai au 15 juin prochain, ces pèlerins vont implorer le Seigneur et par la même occasion célébrer la fête du tabernacle. Et ces fidèles chrétiens sur les traces de la vie du Christ en Israël ont célébré également la fête du Saint-Esprit, donc la Pentecôte. On le voit dans cet élément ramené de Bethléem avec Jean-Marc Djadji et Herman Kévé. Louange à Dieu dans le car en partance pour la région de la Judée, dans l'État d'Israël. C'est dans cette ambiance que plus d'une centaine de pèlerins chrétiens protestants évangéliques arrivent sur le site du mont Sion, à une quinzaine de kilomètres de la ville de Bethléem. La chambre haute, lieu de prière pour le Christ et ses disciples, la tombe du roi David, le psalmiste, l'unificateur des 12 tribus d'Israël, est visitée. Au Cénacle, les fidèles se remémorent en adoration la Pentecôte, la descente du Saint-Esprit il y a 2000 ans. Sur le toit, ils formulent des prières pour leurs amis, leurs familles et leur nation. À proximité, ils découvrent le palais du grand prêtre Caïphe, le lieu de la condamnation du Christ. En dessous, une église byzantine du 5e siècle. Ici, une fosse profonde transformée en cachot. Là, Jésus vécut l'épreuve de l'abandon et de la solitude avant sa mort qui précède sa résurrection. Marcher sur les pas de notre Seigneur Jésus-Christ et venir voir l'endroit où Jésus-Christ a été emprisonné, vraiment avec beaucoup d'émotions que nous avons vécu tous ces faits. J'en profite en même temps de dire merci au président de la République. Je me suis senti plus petit encore en voyant que mon Seigneur a souffert tant pour moi. Pour cette première journée de pèlerinage en Israël, la Direction générale des cultes veut marquer le coup avec 315 pèlerins issus de plusieurs communautés fêtières protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire. Nous voulons remercier le gouvernement, remercier le ministre qui nous a accompagnés à l'aéroport. Prier pour le gouvernement, prier pour le président de la République, prier pour que notre pays soit en paix. Une vingtaine de kilomètres ont été parcourus au total sur 6 sites historiques dans la ville natale de Jésus-Christ, Bethléem. Et nous retrouverons très prochainement nos reporters dans d'autres éléments pour la suite de ce pèlerinage. Nous poursuivons avec l'actualité en Côte d'Ivoire où il a été réparti les ressources humaines du secteur de l'éducation nationale. Un colloque s'est ouvert à Yamoussoukro. Il s'agit de la Commission nationale des mutations des personnels d'enseignants et d'encadrement qui a également lancé officiellement le processus de signature de contrats d'objectifs et de performance dans ce même secteur. Le point avec Kader Sogodogo. Les assises de la Commission nationale des mutations des personnels enseignants et d'encadrement. Une rencontre qui veut concourir à l'excellence voulue à l'école. La mission de la DRH aujourd'hui est de travailler à la réduction des inégalités constatées dans la répartition des ressources humaines disponibles, à un rééquilibrage des effectifs enseignants et d'encadrement au fait de donner les mêmes chances de succès aux enfants de ce pays. En venant présider en personne ces assises, Maria Toukoné, ministre de l'Éducation nationale, veut la rupture totale avec les pratiques qui n'honorent pas l'école, toucher là où ça fait mal pour prodiguer le meilleur remède. Il est inadmissible que dans un même pays, sur un même site parfois, il y ait un excédent de personnel enseignant pour une même discipline dans certains établissements, alors que d'autres connaissent un déficit. C'est pourquoi la gestion rigoureuse et rationnelle des personnels constitue l'une de mes priorités et un défi à relever.
Les attentes sont nombreuses pour les nouveaux responsables des ressources humaines. Je compte sur vous. Je compte sur vous pour changer positivement les choses. Je voudrais que vous preniez toutes les dispositions afin que certaines mauvaises pratiques disparaissent de la culture professionnelle des personnels enseignants et administratifs de notre ministère. Cette rencontre a également servi de cadre pour le lancement officiel du processus de signature des contrats d'objectifs et de performance au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Et dans la commune de Marcory, c'est la fête des mères avant l'heure par une action de solidarité du ministre Laurent Tchagba qui a remis 100 kits de bébés aux mères nourrices d'Abobo. C'était à l'occasion d'une rencontre avec des associations de femmes, des ferrailleurs et également des associations de jeunesse dans cette commune de Abidjan. Frédéric Oulaï et Issa Chunayeo. Marcory à Noumambo, Laurent Tchagba soulage les populations. Plusieurs femmes nourrices reçoivent plus de 100 kits de bébés. D'entre deux jeux, la place publique a enregistré la forte mobilisation de toutes les couches sociales du sous-quartier. Elles sont venues témoigner leur soutien au ministre Tchagba Laurent. Nous sommes ici aux côtés du ministre parce que nous avons observé la vision du ministre. Nous avons vu ses preuves. Nous avons vu que c'est un homme charismatique, c'est un homme qui est battant, c'est un homme qui aime le travail bien fait. Financement des projets entrepreneuriaux, insertion des jeunes, canalisation des eaux usées sont entre autres les doléances soumises au ministre des Eaux et Forêts. Face à ces préoccupations, Laurent Tchagba rassure les différentes communautés et associations. La première mission qui est la mission du rassemblement pour atteindre la cohésion sociale. Et cette rencontre d'aujourd'hui est une rencontre avec les femmes de chez moi, c'est-à-dire les femmes Achan, rassembler les femmes des autres quartiers pour qu'elles viennent ici dans ce village pour démontrer la nécessité du rassemblement et la nécessité de vivre ensemble. Dans la perspective d'étendre les actions de solidarité, le ministre Laurent Tchagba appelle les différentes couches à l'unité et à la cohésion sociale en vue de bâtir ensemble une commune prospère. Avec les Tchagba Girls et Boys, une organisation sera mise en place pour partager la vision du candidat et faciliter le financement des activités des femmes et des jeunes. Autre action sociale dans le nord du pays, cette fois à Niakaramadougou, où un foyer est offert à la jeunesse. Le coût des travaux est élevé à près de 70 millions de francs CFA. C'est un foyer qui renferme également un studio d'enregistrement. On le voit dans cet élément. Un complexe sportif composé des terrains de maracana, de basketball, d'handball et de volleyball. Un foyer polyvalent et un studio d'enregistrement. Des infrastructures réalisées pour l'épanouissement de la jeunesse de la commune de Niakaramadougou, région du Hambol. Coût des investissements, plus de 70 millions de francs CFA. Les réalisations sont inaugurées par le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly. Pour Pierre Koné, maire de la commune de Niakara, ces infrastructures ont été construites à la demande de la jeunesse. Un complexe sportif qui a été, je crois, un vœu de la jeunesse. Et même le foyer. C'est aussi un vœu de la jeunesse. Le maire, il ne doit pas prendre des décisions lui seul dans son bureau ou avec son conseil pour imposer des réalisations aux populations. Il faudrait que les populations elles-mêmes, ce qu'elles souhaitent, qu'elles viennent l'exprimer à la mairie pour qu'on puisse le réaliser. Le ministre de la Communication et de l'économie numérique se félicite de l'engagement du maire de Niakara à accompagner l'année de la jeunesse décrétée par le président de la République. Amadou Koulibaly invite donc les jeunes à s'approprier ces infrastructures qui participeront à leur réussite sociale. Je veux saluer toutes ces réalisations qui permettent d'occuper sainement notre jeunesse. Ces infrastructures tombent à point nommé puisqu'elles tombent en pleine année de la jeunesse. Je voudrais encourager Monsieur le maire à poursuivre dans ce sens-là et à continuer à faire des réalisations pour la jeunesse qui représente pour la tranche de moins de 35 ans plus de 75% de notre population. Le foyer polyvalent porte le nom du premier maire de la commune de Niakara, Lassina Kouné. Ce centre de 300 places servira à la rencontre et à la formation des jeunes. Et voilà un foyer polyvalent qui permettra aux jeunes de passer de belles vacances scolaires. Nous passons à l'actualité hors de nos frontières. Au Sénégal, Ousmane Sonko a été ramené de force à son domicile de Dakar. Les forces de l'ordre
ont mis fin à la caravane pour la liberté à 250 km de la capitale sénégalaise. Ousmane Sonko était parti vendredi dernier de Ziguinchor accompagné d'une foule dense de partisans. Il s'était retranché il y a plusieurs semaines, on le rappelle, dans cette ville du sud du pays dont il est le maire. Alors que le procès dans lequel il est poursuivi pour viol répété s'est ouvert à Dakar, Ousmane Sonko, candidat déclaré à la présidentielle, a été ramené et menacé aussi d'inéligibilité par cette affaire judiciaire qu'il dénonce comme étant un complot de l'État sénégalais. Et voilà qui referme cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis.